Hélène Buzetti, Michel David, Paul Journet, bonsoir. 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 Un petit mot, très court. Je viens de faire une entrevue donc avec Francis Renaud. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent. Le niveau d'insécurité monte, c'est pas de bon sens. On va chercher des jeunes de 13-14 ans pour aller faire les bases œuvres des gangs de rue. Le PQ dit que ça prend une commission parlementaire. Bonne ou utile idée, Paul? Bien, je ne dirais pas que c'est une mauvaise idée, mais c'est souvent le réflexe premier qu'ont les politiciens quand il y a un problème de société qui, à la fois, préoccupe les gens, mais pour lequel ils ne savent pas quoi faire, que de dire, bon, on fait une commission parlementaire, on utilise nos pouvoirs pour convoquer des gens, pour venir répondre à nos questions. Mais si l'enjeu relève des opérations policières, bon, on est quand même assez loin du terrain politique. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais je suis curieux de voir Pas de quelle miracle, serait vous dites. l'utilité de ça. Ouais. Ouais. Michel, un mot. Bien, je pense que le résultat plutôt de donner bonne conscience au personnel politique. M. Legault déchire sa chemise, tout le monde déchire sa chemise, tout le monde est d'accord pour dire que ça n'a pas de bon sens. Mais je pense pas que je suis d'accord avec Paul. Sur le plan politique, peut-être que ça permet de bien paraître, mais c'est pas là que les solutions vont émerger. Donnons des outils aux policiers s'ils en demandent des choses précises. Comme là, ils demandent, par exemple, qu'il n'y ait plus de cellulaire dans les pénitenciers. Bien, il n'y en a pas en principe, sauf qu'ils entrent par drone. Donc, Hélène, c'est ce genre de choses-là dont les policiers ont besoin beaucoup plus, là. Oui, en même temps, il faut quand même comprendre que le code criminel, ça relève d'Ottawa. Peut-être qu'une des avenues qu'il faudra peut-être étudier, c'est de repenser la loi sur les jeunes contrevenants. On voit très bien que la raison pour laquelle on fait appel à des jeunes, c'est parce qu'on sait qu'ils seront pénalisés moins lourdement, que leur dossier va s'effacer lorsqu'ils vont avoir 18 ans et que les bandes criminelles exploitent cette situation. Alors évidemment que la justice, elle est différente pour les mineurs parce qu'on estime que leur responsabilité morale est moins grande, mais peut-être qu'il faut reconsidérer, ou en tout cas repenser tout ça. C'est ce que nous disait exactement Francis Renaud, là, qu'il fallait revoir. Oui, Paul? Il y a aussi l'enjeu des peines minimales et des libérations conditionnelles qui ont été soulevées par les policiers. Selon eux, ça leur enlève des outils, ça complique leur travail. Donc, en ce sens-là, les politiciens peuvent avoir leur mot à dire, mais comme Hélène l'a souligné, ça relève du fédéral. Et en matière policière, il y a deux enjeux. Il y a l'enveloppe totale et l'affectation des enveloppes selon diverses priorités. Et souvent, les politiciens, selon les manchettes des journaux, changent de priorité, veulent allouer des fonds et sont peut-être un peu en retard sur le terrain ou à tout le moins très éloignés du terrain. Les policiers sont les mieux placés pour savoir exactement quelle devrait être leur priorité. Très bien. Un sujet qui est fascinant parce que c'est une collision entre des juridictions, un système fédéral qui doit fonctionner d'une certaine façon et le réel politique. Je vous parle des dents. Je vous montre d'abord un premier tableau. Les demandes, le nombre de demandes approuvées pour les personnes là, qui ont droit de ce nouveau programme fédéral. 844 000 au Québec, ça fait du monde. 880 000 en Ontario. Proportionnellement, c'est au Québec où le programme est le plus populaire. Et au total, au Canada, 2,5 millions de personnes, donc âgées essentiellement, qui ont droit. Je vous fais entendre parce que Québec refusait que ces dentistes salariés dans les institutions publiques donnent les soins. Le ministre a reculé. On écoute d'abord M. Boulris qui s'insurgeait contre Québec d'avoir bloqué ce service aux Québécois. Ça prend une méchante gang de sans-cœur pour être capable de punir des gens, de faire mal à des gens comme ça, qui autrement auraient le droit d'avoir accès aux dentistes. On demande au gouvernement libéral de se tenir debout et de, s'ils sont sérieux avec le programme de soins dentaires, de remettre le gouvernement Legault à l'ordre. Je veux être très clair que autant les dentistes qu'on dit autonomes, là, qu'on voit dans les cliniques, mais aussi les dentistes qu'on a en établissement, vont pouvoir faire le programme fédéral. Où il y a eu de la confusion, c'était très clair que les dentistes autonomes pouvaient entrer dans le programme, mais ceux des établissements, là, il y a eu une directive qui a apporté un peu de confusion.
Ben oui, qui était plutôt clair de ne pas le faire. Là, il recule parce que devant la demande, mais en même temps, c'est vrai qu'Ottawa envahit, Hélène, un champ de compétences du Québec. Donc, c'est fascinant comme histoire, Hélène. Absolument. Écoutez, je comprends que le gouvernement du Québec recule parce qu'il avait l'air dans toute cette histoire mesquin. Mais en même temps, toute cette histoire illustre le côté pernicieux de l'approche d'Ottawa qui se fout des compétences provinciales, s'invite dans leur domaine, crée des programmes sans se soucier que ça relève des provinces et ensuite joue sur l'émotion des gens en disant, voyez, s'ils essayent de protéger leur juridiction, c'est eux qui ont l'air les méchants dans la partie. Mais quand même, il faut se rappeler que c'est un programme qui coûte cher, qu'Ottawa finance avec sa carte de crédit et que M. Trudeau a mis en place simplement pour se maintenir au pouvoir parce que c'était la condition de l'appui du NPD qui, cette semaine, était si fâché. Alors, il y a quand même quelque chose de complètement tordu dans tout ça. Je comprends Québec, mais n'empêche pas moins que c'est vrai qu'Ottawa empiète complètement dans les domaines provinciaux. Oui, Michel, c'est ça. Québec a un bon plaidoyer pour ce qui est du fédéralisme, mais dans la politique quotidienne, c'était insupportable. Bien, c'est ça. Ça, c'est un exemple absolument spectaculaire de la vulnérabilité du gouvernement du Québec ou des provinces en général face au pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral. Alors, le gouvernement fédéral dit, voilà, j'ai tant de milliards, vous allez l'utiliser de telle façon. Et évidemment, quand on parle, par exemple, des transferts en santé, c'est assez difficile de percevoir où exactement cet argent irait ou n'irait pas. Mais là, avec les soins dentaires, là, c'est clair pour tout le monde. Vous allez pouvoir vous prévaloir du programme ou non. Individuellement, on peut le vérifier facilement. Alors, face à ça, il est évident que les provinces ne peuvent que reculer parce que, comme disait M. Boulris, ils ont l'air d'une maudite gang de sans-cœur s'ils refusent cet argent-là au nom de concepts constitutionnels qui échappent aux gens. Exactement. Paul, c'est que ça touche le monde directement et le gouvernement Trudeau le sait très bien que, et j'en ajoute une couche pour vous relancer, on voit même mal M. Poilievre enlever ce programme-là. Là. Ben oui, d'autant plus que des chiffres pour le Québec, le quart des gens disent dans le passé ne pas avoir obtenu des soins dentaires faute d'argent. Des soins qui, on l'imagine, relevaient de la nécessité. Et quand vous êtes à l'étape de la conception d'un programme, les questions constitutionnelles peuvent se débattre plus sereinement. Mais une fois que les gens ont le service, bien, ça fait beaucoup plus mal de se le faire arracher et il est un peu tard pour discuter des questions constitutionnelles, sauf que c'est un cas classique où on n'est pas dans une négociation d'égal à égal. C'est le fédéral qui décide et du point de vue des provinces, c'est d'autant plus frustrant que ce que le gouvernement Trudeau leur a dit, en somme, c'est on va vous donner moins d'argent que vous demandez, mais vous allez devoir offrir plus de services. Et si vous voulez, bien, le Québec rapatrier ça, bien, vous allez ramasser la facture et on sait que la santé, maintenant, compte pour plus de la moitié des dépenses budgétaires du Québec et que c'est une tendance qui va en s'accroissant. Et si jamais M. Poilievre arrivait au gouvernement et décidait d'abolir le programme, pensez-vous que les provinces vont être capables de le faire? Ben non, là, le besoin est créé et il va falloir prendre la relève. Oui, mais Hélène, on serait surpris que M. Poilievre enlève ça. Là. Je sais pas, moi. Effectivement que dans une entrevue à TVA, le décembre dernier, je pense, il a laissé entendre qu'il ne couperait pas les services déjà existants à la population. Mais en même temps, rappelez-vous... Là, ici aussi, je ne veux pas avoir l'air... Mais il a pas mal dit ici, là. Oui, mais en même temps, récemment, la brouille qu'il y a eu avec Pierre Poilievre et le réseau CTV à propos du fait qu'on aurait fabriqué là, une citation. Bon, c'est pas important, mais c'était quoi l'enjeu? C'était qu'on laissait sous-entendre que M. Poilievre voulait faire une élection pour se débarrasser du programme dentaire. Dans ce contexte-là, on lui a posé plusieurs fois la question, ben, allez-vous le garder alors le programme? Et il n'a jamais voulu répondre. Alors, il y a quand même... Ça aurait été un beau contexte là, pour dire non, écoutez, je vais le garder. Il n'a jamais dit ça. Donc, moi, je trouve qu'il persiste un flou. Et juste sur ce que Michel vient de dire, le fait que Québec réclame l'argent, dit moi, je veux avoir l'argent pour faire le programme. Moi, je les mettrais en garde contre ça parce que
Au moins, si Ottawa abolit le programme, les provinces pourront dire, ben voyez le chèque que vous receviez, là, il y avait une petite feuille d'érable dessus, c'est pas de notre faute. Mais si c'est Québec qui l'administre, l'odieux va être encore plus lourd à porter pour eux. Très bien. Étudiants étrangers, là aussi, c'est un autre cas. On a cas fascinant sur cas fascinant ce soir. Entre la théorie, la pratique, entre le discours quand on s'adresse à Ottawa et le discours quand on s'adresse à nous-mêmes. Je fais entendre M. Roberge sur les étudiants étrangers. Il y en a 120 000. On va voir un tableau, 120 000 au Québec. Ça, c'est le Québec, là. C'est pas Ottawa, c'est le Québec. 120 000. Réduction de combien, M. le ministre? La moitié, les 3/4? On ne le sait pas. On l'écoute. Aujourd'hui, j'arrive avec le projet de loi et en même temps qu'on va étudier le projet de loi, mes collègues vont recueillir des informations, ils vont faire l'analyse. Ça serait vraiment prématuré de vous annoncer aujourd'hui des chiffres. Par contre, on va vouloir agir assez rapidement. Donc, volonté de réduire le nombre d'étudiants étrangers, on entend bien, mais Michel David, c'est plus compliqué dans la Cour du Québec que quand il dit à Ottawa de réduire de moitié. Ah, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est un peu la même chose que pour les travailleurs temporaires. On demande à Ottawa de couper, sabrer dans ceux sur lesquels il y a juridiction, mais quand on arrive à Québec et qu'il administre son propre programme, là, c'est beaucoup plus compliqué. Les employeurs réclament des travailleurs, etc. Bien là, ça va être la même chose. Les universités, et en particulier en région, accueillent beaucoup d'étudiants temporaires dans les cégeps, les universités, les composantes de l'Université du Québec, sans lesquels il y a bien des programmes qui disparaîtraient. Alors là, il va y avoir des pressions intenses. Ça va être OK, mais pas dans ma cour, pas dans ma cour. Et finalement, bien honnêtement, là, je vois ça comme la suite de l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Ça va être surtout à Montréal que ça va se passer. Et le monsieur Robert, je dis, ben non, c'est pas du tout une attaque contre les universités anglophones. Mais il a aussi dit que un des critères à partir desquels les plafonds seraient établis, ce serait la langue dans laquelle les cours sont donnés. Alors, on peut penser qu'il y a plus de cours d'anglais dans les universités anglophones qu'à l'Université de Montréal, même s'il y en a à l'Université de Montréal. Et l'explosion a eu... ça a décollé un peu avant leur arrivée au pouvoir, mais c'est sous la CAQ que ça a décollé beaucoup. Paul? Oui, tout comme pour les travailleurs temporaires qui ont beaucoup augmenté, en fait beaucoup plus rapidement que les étudiants étrangers. À la décharge de M. Roberge, s'il était arrivé avec une cible précise, il aurait été encore plus critiqué. Là, c'est l'absence de réponse qui inquiète parce que les mécanismes peuvent être utilisés de façon sage ou de façon un petit peu trop rigide du point de vue des cégeps. M. Roberge utilise le mot à la mode « agile ». On verra de quel type d'agilité il s'agit. Oui, parce qu'il y a différents critères qui peuvent être utilisés. On peut se demander quels programmes ont besoin d'être maintenus ou quels programmes sont utiles du point de vue de la main-d'œuvre. Mais en immigration, quand on demande à la bureaucratie de s'intéresser aux détails, ça n'a pas toujours une fin très heureuse. Je vois un seul aspect un petit peu plus consensuel. C'est quand M. Roberge parle, entre guillemets, des faux étudiants, parce que ça existe particulièrement en Ontario, il s'inquiétait le fédéral, ça existait au Québec, on croyait que c'était disparu, c'est réapparu. Des collèges privés où on ne comprend pas trop ce que les gens y apprennent, ça semble plus être conçu sur mesure pour avoir une espèce de diplomation de façade afin d'accueillir des personnes immigrantes, mais bon... Qui deviennent demandeurs d'asile souvent après, en passant. Ouais. Très bien. Oui, des faux collèges. Il y en avait eu en Gaspésie, là, tout en anglais. Hélène? Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette explosion des étudiants étrangers, elle répond à deux besoins, si je puis dire. Le sous-financement chronique de nos institutions d'enseignement postsecondaire. Les établissements se financent comme ça avec ces étrangers qui, eux, payent le plein tarif. En Ontario, en 2022, la vérificatrice générale avait fait une étude et imaginez-vous que 45 % de tous les frais de scolarité payés dans la province proviennent d'étudiants étrangers. C'est devenu la vache à lait. Alors, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi, effectivement, comme Paul le mentionne, le fait que c'est devenu en soi une industrie, des collèges privés qui
propose des programmes bidons et ça permet finalement d'acheter son accès au Canada. On prétend étudier pour un diplôme, mais en fait, ça nous permet de travailler. Et le gouvernement fédéral avait facilité ça parce que pendant la pandémie, il avait haussé le nombre d'heures que ces étudiants-là pouvaient travailler dans une semaine à 40. Et donc, essentiellement, ils venaient ici, étudiaient sur papier, mais dans les faits, travaillaient. Alors, je soupçonne que les collèges privés seront dans la mire. Et vous mentionnez les demandeurs d'asile. Ça, c'est intéressant parce que au Canada, il y a plusieurs de ces étudiants qui viennent ici et une fois sur le territoire demandent l'asile. Le gouvernement fédéral fait un top 10, des 10 institutions d'où proviennent le plus de ce genre de domaine. Et il y en a 4 qui sont au Québec. L'Université Laval, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Trois-Rivières et un collège Ellis, je pense, à Trois-Rivières. Et M. Miller à Ottawa dit à Québec, faites donc le ménage. Et ça fait un lien avec ce dont on parlait en 2021, quand au Québec, on se plaignait du fait que beaucoup d'étudiants francophones africains étaient refusés. Eh bien, ceci explique peut-être cela. C'est que, premièrement, que de ces pays, on avait constaté beaucoup de demandes d'asile et donc Ottawa a voulu fermer le robinet. Là, on a peut-être réouvert le robinet. Trop fort, peut-être, mais c'est toujours ça, les machines. On a trop surcorrigé. passé, là. OK. Troisième lien, on s'ennuyait de ces débats. Non. Demain, Michel David, la ministre va lancer, non pas un appel d'offres, c'est un appel d'intérêt. Là. Ça va, sur la planète, y a-t-il un consortium qui est intéressé à venir faire un pont au Québec? C'est un peu ça. Oui. Mme Guilbeault a parlé je ne me souviens plus de l'expression, de référence, d'un scénario de référence, etc. Fait quelque chose de préliminaire. Alors, tout ça est, comment dirait-on, extrêmement flou. Il y aura, dans ces appels d'intérêt-là, aucune précision quant au tracé, quant aux endroits où il y aura des sorties, et surtout, rien sur le budget. Alors, ça me donne l'impression que c'est plutôt une opération, un exercice qui vise à maintenir le projet en vie et dire aux électeurs non, écoutez, c'est pas abandonné. La preuve, vous voyez, on fait un appel d'intérêt, mais les vrais appels d'offres, s'il y en a éventuellement, ne viendront pas, a-t-elle dit, avant 2026. On sait qu'en 2026, il y a une élection. On peut penser que ça va venir juste avant. Mais moi, je pense que c'est plus une opération pour garder le projet en vie. Et je comprends pourquoi, parce que le scepticisme est extrêmement grand. On l'a vu, il y avait un sondage léger là, qui indiquait que, je pense, 71 ou quelque chose comme ça n'y croient pas. Dans la région de Québec, c'est quand même moitié-moitié, ce qui est déjà mieux qu'il y a un an où c'était les 3/4 qui n'y croyaient pas. Mais je vois ça davantage comme une opération à saveur politique. Mais toujours vivant, là, pour paraphraser notre ami Jerry Paul. Là. On veut montrer que le projet est toujours vivant à Québec, Paul. Là. Oui, dans le cœur du gouvernement, sur une feuille de papier, mais il avance pas très, très vite. Il est encore sur les blocs de départ. Et moi, ce que je remarque, c'est la coïncidence, ou non, avec l'annonce du tramway, où c'est comme si ce gouvernement est incapable, lorsqu'il annonce quelque chose en faveur du tramway, de ne pas rassurer son électorat sur la rive sud, son électorat automobiliste, en leur disant « Écoutez, le troisième lien, ça reste notre projet bébé, ou à tout le moins, on ne fera pas de transport collectif si on ne fait pas en même temps le troisième lien. » Et si je peux me permettre de mettre ça en relation avec un autre événement d'actualité, regardez ce qui se passe dans le métro de Montréal, les travaux requis pour l'entretien. Aussi, rapport de la vérificatrice générale l'année dernière qui rappelait les élus à l'ordre en disant « Arrêtez d'annoncer des nouveaux projets alors que vous n'êtes même pas capable d'entretenir les routes actuelles. » Donc, ça vaut autant pour le transport collectif que pour le transport routier. Pas beaucoup d'annonces pour l'entretien, mais troisième lien fait encore rêver. Oui, parce que c'est ça, une annonce seule du tramway, Hélène, c'est comme si le gouvernement disait « On est devenu woke, là. On a oublié nos électeurs de la région de Québec. Là. On veut pas tomber dans ce côté-là. » Oui, exactement. Mes deux collègues m'enlèvent les mots de la bouche. C'est une opération d'abord politique et ça survient cette semaine précisément parce que l'annonce sur le tramway
a eu lieu et qu'on ne veut pas avoir l'air d'être trop juste pour le transport en commun. Ça nous serait, pense-t-on, reproché. Donc, on veut montrer qu'on est, OK, on fait le tramway, là, mais inquiétez-vous pas, chers automobilistes, ça veut pas dire qu'on lance la guerre à la voiture. Alors, il y a une corrélation directe entre les deux. Et il faut quand même rappeler qu'il s'entête avec un projet que même la Caisse de dépôt et de placement lui avait dit n'est pas nécessaire. En effet. Dans le rapport, c'est assez clair et difficile sur le corridor de l'Est, compte tenu de la profondeur de l'eau. Un mot sur le tramway, quand même, avant de vous laisser. Si M. Poilievre devient, que ce soit juste avant Noël ou au printemps ou un peu avant, premier ministre du Canada, et qu'il ne donne pas un sou, est-ce que le projet est compromis ou ils peuvent... le fédéral peut, et je vais recommencer avec Hélène Tour de Table, peut envoyer tout de suite des chèques pour mettre dans un coffre? Ouf! Là, ça devient vraiment de l'architecture intérieure. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut faire ça, mais je sens à Ottawa un empressement à ficeler ce dossier-là avant que peut-être M. Poilievre prenne le contrôle. Parce que lui, il ne veut pas donner un sou, là. Exactement. Mais sincèrement, l'architecture gouvernementale, est-ce qu'on peut mettre cet argent-là de côté? J'en suis pas certaine. L'agilité dont parlait Paul. Michel, un mot. Oui, bien, je remarque que quand même, dans le cas du tramway, il n'est pas clair du tout qu'il ne faudra pas faire un autre appel d'offres, que le nouveau départ ne signifiera pas automatiquement que les contrats vont aller à Alstom. Alors ça, si ça survient, ça va prendre du retard et c'est peut-être une façon précisément de ne pas s'engager avant qu'on sache qui va être au pouvoir à Ottawa dans 6 mois ou 1 an. Paul, conclusion. Plus le temps passe, puis on se rapproche d'un possible gouvernement Poilievre, plus le tramway sera difficile à financer, plus le troisième lien sera facile à financer. Donc, si le gouvernement prend son temps, on voit quel projet serait avantagé et quel projet serait désavantagé. Donc, chacun peut tirer ses propres conclusions à partir de ça. Merci, Hélène, Michel, Paul. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci.